Le volet foncier de l'Observatoire environnemental, il a pour objectif de déceler les effets induits qui sont engendrés par le passage de la ligne. Donc en fait, on va aller au-delà des effets directs que l'on connaît par le prélèvement de surface, par exemple agricoles, qui vont être transformés en urbanisés ou parfois non cadastrés le temps que la ligne effectivement se mette en route. Donc ce volet foncier, il a vraiment pour objectif d'essayer de déceler la part propre à l'infrastructure dans un système d'interaction. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile à déceler, notamment sur un certain nombre de sites. Donc on vous présentera les sites sur lesquels on est intervenu. Et donc dans le cadre du volet foncier, on va s'intéresser effectivement par site à l'évolution de l'occupation du sol, et on va s'intéresser aussi aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers. Donc sur les aménagements fonciers, agricoles et forestiers, ils ont pour objectif d'améliorer l'organisation des exploitations agricoles et des parcelles agricoles, notamment par le biais de regroupements, d'agrandissements de parcelles. Dans le cadre d'un aménagement foncier, agricole, forestier, environnemental, dans le cadre d'un grand ouvrage, l'infrastructure va venir couper effectivement les parcelles agricoles. Et donc l'objectif, c'est aussi de rétablir, aussi dans le cadre des AFAF classiques, de rétablir les circulations, les chemins d'exploitation, les voiries et le fonctionnement des exploitations qui sont touchées par cet effet de coupure. Donc sur la ligne, on avait deux types d'aménagements fonciers. Donc on a des aménagements qu'on appelle en exclusion. Donc ça veut dire que l'emprise de la ligne est exclue des aménagements fonciers. C'est le maître d'ouvrage qui va procéder à l'acquisition des parcelles qui sont dans l'emprise. Et puis on a des aménagements en inclusion où là il y a une sorte de solidarité par rapport à l'emprise qui est portée par l'ensemble des propriétaires qui sont dans l'aménagement foncier, et ça donne lieu soit à des compensations foncières via par exemple des réserves foncières de la SAFER, soit parfois des indemnités. Donc on a tendance à dire qu'en inclusion, effectivement, les remembrements, ce qu'on appelait les remembrements, sont plus importants que sur les territoires en exclusion d'emprise. Sur les différents sites de l'étude, la LGV traverse 113 communes. Donc on est sur 302 km de ligne. Nous, sur l'échantillonnage qu'on a pris pour le volet foncier, vous voyez, on est quand même sur 9 sites et 60 communes. Ça fait une surface de territoire qui est environ égale à 116 000 hectares. Donc c'est relativement important pour le volet foncier. C'est aussi pour ça qu'on l'a traité, bon, on le verra par des sources géomatiques, parce que ça nécessitait effectivement un traitement et homogène et un traitement important sur l'ensemble de la ligne. Donc sur ces 60 communes, c'est à mettre au regard de 4200 hectares d'emprise sur l'ensemble de la ligne. Nous, on est un peu plus de 1000 hectares d'emprise, 1900 hectares d'emprise sur les sites qu'on a pris pour le volet foncier. Donc je vais vous proposer un petit voyage là sur les sites qu'on a sélectionnés. Simplement au préalable pour vous dire, le choix des sites, il n'a pas été fait par hasard. On a pris en compte l'existence d'aménagements fonciers, la répartition équilibrée le long de la ligne, même si bon, il y a certains départements qui ont 3 sites et d'autres 1. Les enjeux, les engagements localisés de l'État, les enjeux écologiques, et on a croisé aussi avec les observations de l'Observatoire du paysage, puisqu'on avait un certain nombre de sites dans l'Observatoire du paysage. Donc on a fait en sorte de croiser l'ensemble de ces enjeux pour désigner les sites, et bien entendu on a concerté avec notre maîtrise d'ouvrage, puisqu'il y avait un certain nombre de sensibilités que nous on ne connaissait pas forcément et qui ont permis aussi d'équilibrer ou de réinjecter certaines communes sur ces sites.
Donc sur les deux premiers sites, on a des sites donc, qui sont en Indre-et-Loire. Le premier site qu'on appelle Vadelay de l'Indre, il est situé à peu près à 20 km au sud de Tours. Il est vraiment dans l'influence de la métropole tourangelle. Ça, c'est important, effectivement, à identifier par rapport à d'autres sites qui seraient moins sous pression urbaine, ce qui est le cas du deuxième site, voilà, qui est un petit peu plus éloigné, qui est entre Tours et Châtellerault. Sur le premier site, on a une densité de 210 habitants au kilomètre carré. Sur le deuxième, on passe à 52 habitants au kilomètre carré. Donc on est sur des territoires qui sont sensiblement différents. On est allé identifier aussi un site en Vienne, dans la proximité de Poitiers. Alors là, vous êtes directement dans la proximité de Poitiers. On parlait de Fontaine-le-Comte tout à l'heure, c'est Vouneuil-sous-Biard, Biard. Donc là, on est vraiment sous influence de la communauté urbaine de Poitiers et de l'agglomération de Poitiers. Ensuite, on va aller sur deux sites qui sont des sites plus en inclusion et des sites beaucoup plus ruraux. Donc, qui sont pour le premier à l'intersection de la Vienne et des Deux-Sèvres. C'est un site de 9 communes. On a 7 communes qui sont dans les Deux-Sèvres. Et puis un site numéro 5 nommé Vallée de la Charente, où on a notamment la base de Villognon, voilà, qui est un de nos plus grands sites d'études en termes de superficie et un des sites les moins peuplés. Donc sur notre étude. Et puis ensuite, on arrive donc dans la communauté d'agglomération d'Angoulême avec un site là autour d'Angoulême, et on va basculer vers les départements donc de la Charente-Maritime avec Brossac, Borès-Martron avec le 6-7, et puis des sites là vraiment qui vont être soumis à l'influence de la métropole baudelaise avec la Ruscade, la Pouillade et puis Saint-André-de-Cusac en Barès. Voilà. Donc, grosso modo, ce qu'on peut dire sur ces typologies de sites, c'est qu'on a essayé de faire une synthèse, hein, parce que le rapport fait 200 pages et on a une fiche par site, donc on ne voulait pas vous encombrer avec l'ensemble de ces informations. Mais on a deux typologies de sites. On a des sites qui sont soumis à l'influence soit d'une agglomération, soit d'une métropole, où là, la part propre du facteur LGV va être très difficile à déceler dans un système d'interaction, parce qu'on a des sites qui sont, notamment le site 9 et le site 8, sous pression urbaine, avec de la consommation d'espace qui n'est pas liée, alors en dehors de la consommation directe, hein, qui n'est pas liée à l'effet LGV, mais qui est liée effectivement à des phénomènes d'étalement urbain, de consommation d'espace linéaire le long des autres axes d'infrastructures comme la RN10, et avec des formes d'habitat qui peuvent prendre la forme d'habitat notamment de pavillonnaires. Ça, c'est des choses qu'on connaît, que l'on sait sur ces territoires-là. Et puis, on a des sites dont on s'est dit, bon, les sites 2, 4, 5 et 7, ce sont des sites plus ruraux où, pour autant, on devrait pouvoir déceler de façon plus précise les effets de la LGV sur ces sites, notamment en termes de consommation d'espace. Ça, c'était nos postulats de départ, nos hypothèses de travail de départ. Alors, sur l'ensemble des sites, ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, on a choisi la représentativité. Ce qui était intéressant, c'est de vous donner quelques chiffres sur l'ensemble des sites étudiés. Donc, on avait 1900 hectares d'emprise, dont 1043 hectares dans le périmètre d'aménagement foncier. On est sur 160 km de tracé et on a 18 aménagements fonciers en tout, 5 en exclusion et 13 en inclusion. On a un périmètre des AFAF en tout, qui est de 29 000 hectares sur l'ensemble des sites traversés une fois qu'on cumule, avec des réserves SAFER qui ont été mobilisées à hauteur de plus de 1000 hectares. Donc, puisqu'on en est au retour d'expérience et voir ce qui est capitalisable dans la méthode, donc je vous ai fait une petite rétrospective sur la façon dont on avait conçu le volet foncier. Les effets de la LGV sur le territoire, effectivement, on l'a vu, hein, s'inscrivent dans un temps long. Il nous a fallu déterminer l'avant et l'après passage de la ligne. Donc, il fallait
qu'on considère un état zéro pour constituer notre observatoire. On a pas mal discuté avec l'Université de Franche-Comté de ces sujets-là. Le projet de LGV, il était déjà évoqué en 1992, et les avant-projets sommaires dataient de 2002-2003, donc on aurait pu remonter plus loin pour commencer à percevoir les effets potentiels sur les territoires traversés de cette ligne. En fait, on a été limité par les données, tout simplement, puisque... et puis, bon, on trouvait que c'était pas si mal d'avoir la donnée 2009, donc on a pris la donnée 2009 des fichiers fonciers, donc qui est une base cadastrale sur laquelle est calculée la taxe foncière et qui est très très fiable sur toute la partie des espaces urbanisés. Mais c'est vrai que si on avait un retour d'expérience à faire, peut-être qu'il faudrait remonter un petit peu plus loin dans le temps si on veut avoir une période d'étude un petit peu plus complète pour analyser les perturbations qui pourraient intervenir sur le foncier. Donc cet état zéro a été constitué en 2009. On a fait une première analyse de 2009 à 2014 dans laquelle on n'a pas pu prendre en compte les effets des aménagements fonciers parce qu'en fait la prise de possession des terres à la suite des aménagements fonciers commençait à intervenir au 1er janvier 2014. Selon les sites, ça allait du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018. Donc en fait, sur cette première analyse, on n'a pas pu effectivement exploiter l'évolution des aménagements fonciers en termes de réduction du nombre de parcelles, d'îlots, de réaménagement. Pour exemple, un aménagement foncier, là je voulais caractériser 2014-2017, c'est un peu tronqué. En fait, si on prend l'exemple de la Ruscade, la commission d'aménagement foncier, elle s'est mise en place en 2007 et l'arrêté de clôture d'aménagement, c'était au 1er janvier 2015. Donc ça s'inscrit là aussi, ces processus-là, dans des temps assez longs. Donc, on a choisi 2009. 2017, au départ, on devait faire un arrêt à 2017. Et puis, comme on avait fini, on avait déjà cette période 2009-2014 et que le bilan Bianco arrivait, on a décidé de faire une étape en 2021. Donc, à partir des données dont on disposait. On parlait tout à l'heure des données qu'on a utilisées. Ce qui est important, c'est la pérennité de ces données pour qu'on puisse comparer dans le temps. C'est pour ça qu'on a choisi des bases de données qui étaient stables et qui nous permettaient de faire cette analyse dans le temps long. Alors, sur l'occupation du sol, en fait, on va utiliser à la fois notre catégorie, alors qu'on commence à bien connaître, naturel, agricole, urbain, forestier. Donc ça, c'est des choses qu'on va établir au site. Et dans le site, on va regarder ce qui se passe sous l'emprise, en fait, pour établir la part directe et la part qui n'est pas liée au passage de la LGV. Là, on est sur le premier site, vous voyez, avec un territoire assez agricole, là, dans le périmètre de la métropole tourangelle. Et puis on va aussi utiliser ce qu'on appelle la tâche urbaine, parce qu'en fait, oui, il y a de la consommation d'espace, on l'a constaté surtout au profit des espaces urbanisés, mais ça c'est une tendance nationale et également qu'on peut constater au niveau de notre région, nos départements. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle se fait en fait. Et donc on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes configurations de sites. Donc on va utiliser ce qu'on appelle la tâche urbaine. Là vous avez l'exemple du site 5, ce site qui est composé de 15 communes, qui est un site plutôt rural avec de l'habitat dispersé, des hameaux, des écarts. Et là quand vous voyez, alors peut-être que vous ne le voyez pas de loin, mais quand vous voyez la trace rouge là, qui passe au milieu de la LGV, là c'est exactement l'emprise, en fait c'est le tracé qui est restitué en surface urbanisée, qui avait été enlevé du cadastre parce qu'on était sur des modifications et qui est restitué. Et donc sur ce site, oui, l'effet direct il est relativement important, mais ce qui est intéressant c'est de voir quels sont les effets induits et connexes sur l'ensemble du site par rapport au type d'urbanisation mis en place. Et quand on arrive sur un site neuf, comme celui qui est au débouché, là, au nord-est de l'agglomération bordelaise, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes types d'urbanisation et que ça se fait de manière très différente. Donc pour nous, c'est important de comprendre dans quel contexte la LGV s'insère en termes de dynamique d'urbanisation, de développement démographique, pour pouvoir essayer d'analyser ce qui est imputable à la LGV et ce qui ne l'est pas, ce qui relève de la dynamique propre du site. C'est comme ça qu'on a pu travailler sur l'ensemble des sites.
Alors, s'agissant de la partie agricole, cette partie agricole, on devait avoir une analyse donc des aménagements fonciers qu'on n'a pas pu conduire jusqu'au bout parce que ça c'était la partie qui incombait donc à notre partenaire de l'Université Franche-Comté. Néanmoins, on a mis en place des indicateurs sur les espaces agricoles pour essayer de voir quelle était l'amélioration de l'organisation du parcellaire. Donc, on a deux types d'indicateurs. On a l'indicateur de distance standard, qui est la distance moyenne des parcelles d'une même exploitation au centre de l'exploitation. Donc là, ça donne une idée du regroupement ou pas des parcelles au sein d'une même exploitation, qu'on complète par un indicateur de compacité, là aussi qui nous donne des indications sur le regroupement des parcelles d'une exploitation. Et donc ces indicateurs-là, on les a déployés sur l'ensemble de nos sites et on a regardé comment ça évoluait sur la période. On avait fait 2009-2014 et on a reproduit la même analyse sur la période 2014-2019. Pour vous préciser, on a travaillé en termes de base de données avec donc les fichiers fonciers sur la partie urbanisée, le registre parcellaire agricole, donc sur la partie agricole, donc qui est une base de données qui est liée aux déclarations à la PAC, donc qui n'est pas complet, enfin il peut y avoir des incomplétudes sur le RPG, c'est en fonction des déclarations qui sont faites pour bénéficier des aides de la PAC. On n'avait pas les données du recensement général agricole, qui est intervenu en 2020, et le temps qu'il soit exploité, on n'avait pas accès à ces données-là. C'est des données qui sont extrêmement intéressantes à la commune. Bon, j'ai encore regardé la semaine dernière, qui sont pas encore accessibles. Donc, ce qu'on peut dire en synthèse sur les résultats, c'est que la LGV, en fait, elle vient s'insérer dans des dynamiques territoriales où la consommation d'espace NAF, elle est très liée aux territoires qui les composent. Je parle des sites qui sont dans le périmètre d'une métropole, d'une agglomération. Donc, l'effet propre de la LGV, il est non seulement difficilement décelable, mais il est relativement modéré par rapport à la dynamique propre de certains sites. Pour autant, elle a quand même un effet d'accélérateur, d'accentuateur, ce qu'on peut constater, puisqu'on a un certain nombre, en dehors des effets directs de la LGV sous emprise, qu'on va pouvoir cartographier et restituer. Le passage de la LGV peut amplifier le phénomène en créant des opportunités foncières, c'est-à-dire que par exemple on a une base travaux qui va être reconstituée, enfin, qui va être mobilisée pour être transformée en extension de zone d'activité. On peut avoir des centrales photovoltaïques qui se sont installés effectivement sur des délaissés fonciers. On peut avoir des projets aussi de stationnement qui se sont installés sur ces délaissés. Donc là, il y a quand même un effet. Il y a de la production de foncier pour une autre destination que celle initiale qui était plutôt une vocation agricole. Ça peut être identifié dans les effets induits. En l'état actuel, sur les aménagements fonciers et les indicateurs de suivi qu'on a mis en place, distance standard et compacité, nous on n'a pas vu sur les sites en exclusion. C'est principalement des sites en exclusion hein, sur les sites qui sont sous influence métropolitaine ou agglomération. On n'a pas vu d'amélioration particulière de l'organisation des structures agricoles. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Nous, par rapport aux indicateurs qu'on a mis en place, on n'a pas décelé d'amélioration. Alors, à ceci près que nos indicateurs prennent l'ensemble des sites et ne sont pas focalisés spécifiquement sur le périmètre de la FAF. Ça, c'est un travail qui restait à faire. Sur les sites plus ruraux, où on pensait effectivement avoir des impacts plus patents en termes de réorganisation du parcellaire. On le constate sur certains sites. Donc, par rapport aux indicateurs qu'on a mis en place, notamment le site 2, donc c'est Villeperdue, Sainte-Catherine de Fierbois, tout ce site en Indre-et-Loire. On ne le constate pas sur d'autres sites comme les sites 4 et 5 qui sont nos sites très ruraux là, du milieu de ligne. Alors, pour différentes raisons, parce que ce sont déjà des sites qui ont fait l'objet de nombreux remembrements antérieurs.
donc qui sont déjà remodelés et réorganisés. Et c'est aussi des sites qui peuvent parfois comporter des espaces comme des clairières, des boisements, qui vont venir un peu fausser notre analyse sur les distances standards entre les parcelles. Voilà. Et donc on relève aussi sur certains sites, ce qui est relevé dans les PLUI, une amélioration des circulations sur les sites d'études. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'effet LGV effectivement vient se surajouter donc aux tendances constatées notamment en matière d'évolution des exploitations agricoles, avec une tendance à l'agrandissement des exploitations et aux réductions du nombre. Ça, on a pu le confirmer aussi avec les premiers éléments qu'on a eus dans le cadre du recensement agricole. C'est surtout vrai sur la première partie des sites jusqu'au site 6, où là, on est plutôt sur de la cériculture, ce type de grande culture. C'est beaucoup moins vrai sur les 6, 7 et 8, où là, on va tomber, vous le voyez bien, sur des sites qui sont boisés, avec beaucoup de surface en herbe, donc des évolutions de surface en herbe relativement importantes sur ces sites, et en fait, qui explique aussi le morcellement des territoires et le fait qu'on n'arrive pas à avoir des indicateurs très favorables sur le regroupement des parcelles. Voilà pour la présentation sur le volet foncier de l'Observatoire, où on en est aujourd'hui. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur Levasseur, Vienne Nature et coprésident de Poitou-Charentes Nature. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est les effets induits de LGV, comme vous pouvez en parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les territoires agricoles sont fortement impactés par tous les délaissés. Et donc, avec une mauvaise remise en état des terres, hein, c'est la limite du scandale, c'est-à-dire qu'effectivement, la vocation première devait revenir à des terres agricoles, et de fait, il y a des projets. Alors évidemment, le photovoltaïque au sol en profite largement, en quoi on pourrait ne pas être catastrophé, sauf que des fois, pour 2 hectares de réelle friche, on installe 60 hectares de photovoltaïque. Donc vous voyez, ça c'est un effet. Et je trouve très bien que vous en ayez parlé, parce qu'en fait, il y a toujours des effets d'opportunité. Quelles que soient les informations qu'on a, quelles que soient les décisions qu'on a, et on a beaucoup de mal après à pas les moduler, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, au moins à ce niveau-là, votre étude est très intéressante. Je vous remercie. Moi j'ai une question. À savoir, vous évoquiez effectivement donc les aspects fonciers de cette étude. Quelle est l'articulation avec les autres volets donc de l'Observatoire, notamment ce qui concerne les aspects compensatoires d'une part et les aspects paysage, que vous avez néanmoins évoqué le paysage? Oui. Alors c'est vrai que la construction des sites, elle s'est faite sur la base des croisements. Donc on avait effectivement identifié des sites où il y avait des enjeux écologiques, des enjeux de boisement compensateur. On n'a pas fait l'exercice jusqu'au bout sur ces articulations-là. Ce serait intéressant de réintroduire en fait nos constatations sur les mesures compensatoires, les boisements compensateurs par rapport au site du volet foncier. Sachant que c'est plus une analyse qualitative qui serait intéressante pour voir comment c'est pris en compte effectivement sur ces sites, comment ça a été traité, qu'une analyse quantitative, parce que on arrive avec nos bases de données, une méthode de comptage particulière, et puis on va arriver avec des données un petit peu différentes sur les méthodes de comptage, mesures compensatoires ou boisements compensateurs, et on risque en termes quantitatifs, simplement de mélanger des choux et des carottes. Donc c'est vraiment l'approche qualitative qui serait intéressante. Ça fait partie aussi peut-être des retours d'expérience qui serait intéressante d'avoir pour compléter ce volet foncier, de mettre au regard, d'avoir une approche transversale, en fait, tout volet confondu. Cette étude, on la retrouve où? Elle est disponible sur le site du CEREMA? Bientôt sur l'Observatoire. Bientôt sur l'Observatoire. Il y a déjà le volet 1 et très certainement le volet 2. Voilà. Le volet 2 va y arriver, me dit-on, et Julia arrive pour vous apporter des compléments. Oui, je me permets encore une fois de compléter. Le CEREMA, effectivement, nous a transmis le rapport final qui fait pas moins de 200 pages. Donc, c'est un rapport dense et complet donc que nous allons évidemment relire en interne, et quand tout sera bon et la relecture effectuée, on le publiera au même titre que les autres rapports sur le site internet de l'ISEA sur l'onglet Observatoire environnemental. Voilà.